En 1972, les douanes françaises ont saisi 425 kilos d'héroïne, portant un coup dur aux opérations criminelles de Francis le Belge Van Verberg. Cet événement a déclenché une lutte de pouvoir sanglante dans le milieu marseillais. Van Verberg n'avait pas dit son dernier mot. Malgré 11 ans passés derrière les barreaux, il allait bâtir un empire criminel encore plus vaste. C'est maintenant le début des années 60 à Marseille. Francis Van Verberg grandit dans le quartier de la Belle de Mai, un endroit marqué par la pauvreté et la délinquance. Dès son plus jeune âge, le garçon montre des signes inquiétants. Ses voisins et sa famille remarquent sa tendance à la violence et son besoin d'affirmer son autorité sur les autres enfants. À 16 ans, Francis voit ses rêves de devenir footballeur professionnel s'envoler suite à une blessure. Cette déception marque un tournant dans sa vie. Le jeune homme, sans perspective d'avenir, se tourne vers la petite criminalité, commençant par des larcins avant de s'impliquer dans le proxénétisme local. En 1966, un incident change le cours de sa vie. Van Verberg, alors âgé de 20 ans, prend la défense d'un ami lors d'une altercation avec la police. Ce geste lui vaut sa première peine de prison. Derrière les barreaux, Francis forge des alliances cruciales et se fait remarquer par les figures importantes du milieu criminel marseillais. À sa sortie de prison, Van Verberg est transformé. Sa réputation de dur à cuire et son nouveau réseau de contacts dans le monde interlope lui ouvrent des portes. Francis, le Belge Van Verberg, surnom faisant référence aux origines de son père, s'implique dans des opérations plus lucratives. Le trafic de drogue, en pleine expansion, attire particulièrement son attention. Van Verberg comprend que c'est là que se trouve le véritable pouvoir et l'argent. En quelques années, Francis passe du statut de petit délinquant à celui d'acteur incontournable du crime organisé marseillais. Le Belge sait s'entourer des bonnes personnes et éliminer ses rivaux sans hésitation. C'est le début des années 70. Le trafic d'héroïne entre Marseille et les États-Unis explose. La demande est insatiable et les profits sont astronomiques. Francis Van Verberg, avec son flair pour les affaires et ses connexions dans le milieu, ne tarde pas à s'imposer comme un acteur majeur de ce qu'on appellera plus tard la French Connection. Il contrôle chaque étape de la chaîne, de la production en Turquie au transport vers les États-Unis, en passant par les laboratoires clandestins de Marseille. Sa fortune s'accumule à un rythme vertigineux, lui permettant d'investir dans d'autres activités criminelles lucratives. L'empire de Van Verberg s'étend bien au-delà de la drogue. Il diversifie ses opérations, incluant la prostitution et le racket. Dans les rues de Marseille, son nom inspire la crainte et le respect. Mais le succès attire l'attention. Les autorités françaises et américaines commencent à s'intéresser de près à ses activités. En 1972, les douanes françaises saisissent une cargaison de 425 kg d'héroïne liée à son réseau. C'est un revers important, mais Van Verberg n'est pas du genre à baisser les bras. L'ascension fulgurante de Francis Van Verberg illustre la complexité et la brutalité du crime organisé dans les années 70. Son empire est devenu une véritable multinationale du crime. Mais à mesure que son pouvoir grandit, les enjeux et les risques augmentent. Le Belge avait raison de s'inquiéter. La saisie de 1972 marquait le début d'une période sanglante qui allait secouer Marseille. La ville plonge dans une spirale de violence sans précédent, avec Van Verberg en conflit ouvert avec Tani Zampa, un autre parrain local aux ambitions démesurées. Les deux hommes se livrent une lutte acharnée pour le contrôle du territoire et des activités criminelles. Une série d'assassinats frappe les deux camps, semant la terreur dans les rues de Marseille. Les habitants vivent dans la peur constante, ne sachant jamais où ni quand la prochaine fusillade éclatera. Au cœur de ce chaos, Van Verberg voit une opportunité d'étendre son influence. Il commence à infiltrer les villes voisines, puis toute la région. Son réseau s'étend aux boîtes de nuit, aux casinos et même au monde du football. Cette diversification lui permet de blanchir son argent tout en augmentant son pouvoir. La police et la justice semblent impuissantes face à l'organisation de Van Verberg. Son réseau est si vaste et si bien protégé que les enquêtes n'aboutissent jamais. Les témoins se taisent, les preuves disparaissent mystérieusement. Le Belge paraît intouchable. Sa stratégie repose sur un mélange de force brute et de manipulation habile. Il élimine ses rivaux quand nécessaire, mais sait aussi quand proposer des alliances avantageuses. Il corrompt des fonctionnaires clés et s'assure la loyauté des politiciens locaux, créant un réseau d'influence qui s'étend bien au-delà du monde criminel. En quelques années, Van Verberg est devenu bien plus qu'un simple parrain marseillais. Son empire criminel s'étend désormais sur une grande partie du sud de la France, de Nice à Montpellier. C'est maintenant mars 1973. Francis Van Verberg est arrêté dans un hôtel parisien pour proxénétisme aggravé et détention d'armes. Cette arrestation marque le début de sa chute. Les autorités, qui suivaient ses activités depuis des années, ont enfin réussi à rassembler suffisamment de preuves pour le coincer. Le procès qui suit révèle l'étendue de son empire criminel et son rôle central dans la French Connection. Van Verberg est condamné à 12 ans de prison ferme et 5 ans d'interdiction de séjour. En prison, le Belge s'adapte rapidement à sa nouvelle réalité. Il utilise un réseau de contacts à l'intérieur et à l'extérieur pour maintenir son influence. Les murs de sa cellule deviennent le nouveau quartier général de son empire.
Il passe des ordres, négocie des alliances et règle des conflits. Tout cela depuis sa prison. Van Verberg ne se contente pas de gérer ses affaires criminelles. Il utilise son temps d'incarcération pour s'instruire, lisant des livres de droit, d'économie et de finance. Il comprend que pour prospérer dans le monde moderne du crime, il doit maîtriser les subtilités du monde des affaires légitimes. Malgré ses efforts, l'absence physique de Van Verberg se fait sentir. Son empire vacille, fragilisé par les attaques des rivaux opportunistes et les enquêtes policières. Certains de ses lieutenants tentent de prendre le pouvoir, d'autres sont arrêtés ou éliminés. Pourtant, les fondations de son organisation restent solides. Le nom de Van Verberg continue d'inspirer la crainte et le respect dans les rues de Marseille. Pendant ses 11 années derrière les barreaux, le Belge prépare méticuleusement son retour. Van Verberg sait que le monde du crime a changé en son absence, mais il est déterminé à s'adapter et à reconquérir sa place au sommet. En 1984, Francis Van Verberg sort enfin de prison, libéré pour bonne conduite. Le Belge, comme on l'appelle toujours, découvre une Marseille transformée. Le paysage criminel a radicalement changé en son absence. Dès sa sortie, une nouvelle cruciale l'attend. Thani Zampa, son rival de longue date, s'est suicidé en prison 2 ans plus tôt. Sans perdre de temps, le Belge contacte Jackie Imbert, dit le MA. Les 2 anciens rivaux s'allient pour reprendre le contrôle de Marseille, consolidant leur position face aux nouvelles générations de criminels. Van Verberg, tirant les leçons du passé, comprend qu'il doit élargir son champ d'action. Il se lance dans de nouvelles activités criminelles, développant notamment un système de protection sophistiqué. De nouveaux commerçants et entrepreneurs de la région se retrouvent sous son emprise. Il s'implique également dans le marché lucratif des machines à sous, plaçant ses appareils dans les bars et cafés de la ville. Parallèlement, le Belge étend son influence dans des secteurs inattendus. Il investit dans une chaîne de laverie automatique, un réseau de distribution de produits alimentaires et même une société de nettoyage industriel. Ces entreprises, en apparence anodines, lui permettent de blanchir efficacement l'argent du crime, tout en assurant une façade respectable. Il recrute des experts en finance et en droit pour optimiser ses opérations, créant un réseau complexe de sociétés écrans et de comptes offshore. Cette structure élaborée rend son empire criminel plus difficile à démanteler pour les autorités. Sa capacité d'adaptation et son intelligence stratégique lui permettent de surmonter les défis posés par ces années d'incarcération. Le Belge est de retour, plus puissant que jamais, prêt à régner sur Marseille d'une main de fer. C'est maintenant la fin des années 80. Une nouvelle guerre de gangs éclate à Marseille. L'enjeu cette fois-ci n'est pas le trafic de drogue, mais le contrôle lucratif des boîtes de nuit dans la région. Francis Van Verberg, qui pensait avoir assis son autorité sur la cité phocéenne, se retrouve confronté à de nouveaux rivaux ambitieux. 2 clans en particulier se dressent contre le Belge, celui de Raymond Miller et celui de Farid Berama. Le conflit qui s'ensuit est d'une brutalité rarement vue. On dénombre une 15aine de morts liés directement à cette guerre de boîtes de nuit. Les rues de Marseille résonnent régulièrement du bruit des règlements de compte. Van Verberg, habitué à éliminer ses rivaux, se trouve face à un défi inédit. Ses adversaires sont plus nombreux, plus organisés et disposent de ressources importantes. Il tente de diviser ses ennemis, d'infiltrer leurs rangs et de saper leur influence auprès des propriétaires de boîtes de nuit. Cependant, ces méthodes habituelles s'avèrent moins efficaces face à des adversaires qui connaissent bien son mode opératoire. L'escalade de la violence et l'ampleur du conflit attirent inévitablement l'attention des médias et des autorités. Face à cette pression croissante et au risque d'une chute brutale, Van Verberg prend une décision radicale. Le Belge, habitué à régner en maître sur Marseille, choisit de quitter la ville pour Paris. L'impact de ce conflit sur le paysage criminel de Marseille est considérable. Non seulement il redessine les alliances et les territoires, mais il marque aussi un tournant dans les méthodes du crime organisé local. Les boîtes de nuit, autrefois simples lieux de divertissement, deviennent des enjeux stratégiques majeurs, symboles d'une nouvelle ère où l'argent facile et l'influence sociale priment sur les activités criminelles traditionnelles. Nous sommes en l'an 2000. Francis Van Verberg, 54 ans, s'est établi à Paris depuis plusieurs années. Le Belge tente de se réinventer, investissant dans des restaurants huppés et des boîtes de nuit branchées. Pour le monde extérieur, il semble avoir tourné la page de son passé criminel. Mais en mars 2000, Van Verberg est arrêté pour proxénétisme aggravé, révélant que ses activités illégales n'ont jamais vraiment cessé. Étonnamment, il est rapidement relâché. Les rumeurs évoquent des protections haut placées ou un manque de preuves solides. La vérité est que le Belge a su tisser un réseau d'influence complexe qui le rend presque intouchable. Le 27 septembre 2000, le destin rattrape Francis Van Verberg. Alors qu'il quitte le bar Le Lutetia, près des Champs-Élysées, 2 hommes à moto s'approchent et ouvrent le feu. Le Belge s'effondre, criblé de balles, et décède sur place malgré l'intervention rapide des secours. Avec lui disparaît l'un des derniers grands parrains de la vieille école.
Sa mort soulève de nombreuses questions. Certains évoquent une vengeance liée à ses nouvelles activités parisiennes, d'autres pointent d'anciennes rivalités marseillaises. Une théorie suggère même l'implication de figures montantes du crime organisé, cherchant à éliminer l'ancienne garde. L'enquête sur son meurtre se heurte au silence du milieu. Les autorités explorent plusieurs pistes, des conflits autour de ses investissements parisiens, des dettes non réglées, ou encore des luttes de pouvoir au sein du crime organisé français en pleine mutation. Malgré ces efforts, les circonstances exactes et les commanditaires de l'assassinat restent un mystère. Van Verberg a incarné la montée en puissance de la French Connection, la diversification des activités illégales et l'infiltration de l'économie légale. L'héritage de Francis le Belge Van Verberg continue de marquer le milieu criminel français, rappelant que dans le monde du crime, les vieilles méthodes et les anciennes allégeances peuvent toujours ressurgir avec des conséquences fatales.